Bonjour à tous, je suis Pierre-Antoine Carly, du coup je travaille pour la société Signaturite Namirial, nouvellement formée l'année dernière. Donc moi je suis donc venu pour parler autour d'une thématique qui est réduire la fraude, accélérer la décision, les nouveaux standards d'un onboarding assurance performant et conforme. Passionnant, n'est-ce pas? Juste comme ça, à main levée, qui est fraudeur dans la salle? 6%? Effectivement, c'est à peu près ça, ouais. Parfait. Ok, donc a priori, personne n'est derrière ces actions de fraude à l'identité. Le faux Brad Pitt, le faux Patrick Bruel, il n'est pas là dans la salle. J'ai vu que les fraudeurs étaient plutôt à gauche. Bon, ok. Trêve de plaisanterie, si je fais cette introduction-là, c'est juste pour vous indiquer tout simplement que la fraude aujourd'hui, c'est quelque chose qui a explosé, notamment pour une seule et bonne raison, on en a parlé ce matin, tout simplement grâce à l'émergence, l'essor, l'adoption de l'intelligence artificielle. Effectivement, l'intelligence artificielle est quelque chose de très facilement utilisable, et donc du coup on a déployé un tapis rouge à nos amis les fraudeurs. Mais vous inquiétez pas, c'est très anxiogène l'introduction que j'ai fait, mais il y a plein de solutions qu'on va étudier ensemble. L'agenda il est relativement simple, de toute façon j'ai 15 minutes, donc ça va être très rapide, 3 blocs. Premier bloc, c'est tout d'abord dresser un constat de la fraude en France. Ensuite, pourquoi en fait l'onboarding client est stratégique pour vous, parce qu'en fait c'est là où on souhaite convertir le plus de clients. Mais en fait c'est stratégique pour vous, mais en fait c'est un axe de vulnérabilité également, et on l'expliquera juste après pourquoi. Et ensuite, quelles sont les solutions, en tout cas que nous avons identifiées pour faire en sorte qu'il y ait un minimum de fraudeurs à la fin qui finissent le parcours de votre tunnel de vente. Du coup, allez, petit jeu quand même, parce que je sais qu'on arrive juste après le repas. 3 photos d'identité, lesquelles sont falsifiées. Je ne vous demande pas de répondre maintenant, mais j'espère que je vous apporterai suffisamment d'insight pour qu'à la fin, et vérifiez également si vous avez suivi, m'indiquer quelles sont les photos d'identité qui ont été falsifiées. Donc, la fraude, comme je le disais en introduction, a explosé. C'est relativement simple. Nous, on estime qu'il y a 3 types de fraude. Il y a la fraude documentaire qui a été multipliée par 2 de 2024 à 2025. Donc pour nous, la fraude documentaire, c'est la modification d'un justificatif de domicile, le photoshopage d'un avis d'imposition, d'une fiche de paie. Ensuite, multiplié par 4, c'est la fraude à l'identité. Donc c'est quoi? C'est se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Et donc ça a été multiplié par 4 juste en 12 mois, donc de 2024 à 2025. Et ensuite, il y a l'explosion du deepfake, qui a forcément été largement entraîné par l'accès aux intelligences artificielles, qui est la possibilité de créer un avatar très facilement juste avec une photo. Juste pour information, aujourd'hui, juste avec 300 $ sur le dark web, je peux avoir une identité de vous. Donc en fait, la fraude à l'identité, non seulement elle a explosé, mais également en fait, elle est devenue très cheap. Alors qu'avant, il fallait quand même se munir de moyens financiers colossaux pour pouvoir alimenter un parcours frauduleux. Donc 3 visages de la fraude moderne. La fraude documentaire, on l'a cité, la fraude à l'identité. Et le dernier point de la fraude pour nous, c'est véritablement la fraude au revenu. C'est-à-dire justifier d'une solvabilité qu'on n'a pas, justifier de dépenses d'argent qu'on ne fait pas ou justifier de rentrée d'argent qu'on n'a pas également. Donc maintenant, on est quand même à un événement dédié à l'assurance. Donc pourquoi la fraude, et notamment, en tout cas dans la verticale assurantielle, pourquoi c'est devenu un fléau? Nous, on estime qu'il y a 3 raisons à ça. La première, c'est qu'on reste encore sur des parcours très déclaratifs. C'est-à-dire qu'on fait confiance au souscripteur, au sociétaire, qui, lui, va finalement vous présenter des documents qui ne sont peut-être pas frauduleux, mais qui le sont peut-être aussi. Également, on entendait ce matin, on entendait Groupama, CNP, Generali, pour ne pas les citer, qui indiquaient qu'ils avaient des milliards d'encours. Tout ça, ça fait des milliers, parfois des centaines de milliers de transactions à effectuer. Et donc forcément, plus il y a de transactions effectuées sur des processus qui sont parfois encore un petit peu manuels. Alors des fois, il y a des parcours hybrides, un peu digitalisés, un peu manuels. Tout ça, ce sont des failles forcément dans lesquelles les fraudeurs aujourd'hui aiment s'immiscer. Et ensuite, alors qui n'est pas des moindres, c'est la faible perception morale de la fraude, et encore plus dans le domaine assurantiel. Il y a un petit côté j'ai payé, donc vous me le devez bien, quoi. Après, c'est le rôle un peu de l'assurance, quoi, de nous rembourser.
Donc pour ces 3 raisons-là, en fait, on estime que le domaine assurantiel est extrêmement sensible à la fraude. Donc, pourquoi l'onboarding il est vulnérable, pardon. Écoutez, nous on voit 3 raisons. La première raison, c'est qu'il y a un besoin d'instantanéité. Ce matin, vous parliez de comment on accédait aux millennials. Les millennials, ils sont sur leur portable, ils sont sur les réseaux sociaux, ils ont besoin d'une réponse en moins de 30 secondes. Forcément, il faut que ça se retrouve dans l'onboarding client. Et donc, des fois, on va arbitrer, on va se dire, on va mettre un petit peu moins de filtres pour réduire la fraude. Et donc, ce qui fait que les fraudeurs vont s'immiscer également dans ces failles. Et puis, il y a également forcément une volonté dans vos parcours d'onboarding client de simplicité, de faire en sorte que vous ayez une expérience utilisateur très fluide. Là également, il peut y avoir des arbitrages en la défaveur, entre guillemets, de la fraude. Et donc, on va mettre un peu moins de filtres également. Et donc là également, on va augmenter parfois la fraude dans les parcours d'onboarding client. Dernière slide sur le constat. Du coup, on estime que nous, il y a 3 risques de la mise en place d'un mauvais onboarding client. Le premier risque, c'est... alors, désolé, j'ai cité des entreprises, mais vraiment, il n'y avait pas de volonté de pointer du doigt ces entreprises, c'était plus pour les prendre en exemple. Donc, tout d'abord, il y a un vrai risque de perte de chiffre d'affaires. L'Association des services financiers, l'ASF, a dressé un constat il y a maintenant 10 jours. Il y aurait un parcours, une demande de crédit à la consommation sur 3 qui serait frauduleuse. C'est colossal. On était avec CTLM il y a un mois, il nous disait qu'il gérait plus de 100 milliards d'encours. J'imagine même pas ce que représente un tiers de 100 milliards, j'ai pas envie de faire le calcul. Ensuite, il y a une non-conformité réglementaire. Donc forcément, si on ne se conforme pas à ce que dit le régulateur, il y a des sanctions qui tombent. Malheureusement, il y en a qui les ont subies. Et ensuite, le troisième, et pas des moindres, qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer, c'est celui de la réputation. Worldline, pour ne pas le citer, qui est un de nos partenaires très proches, finalement, il y a des marchands qui ont utilisé les moyens de paiement de Worldline et qui se sont servis de ces moyens de paiement pour détourner de l'argent ou pour blanchir de l'argent. Ça s'est su, et forcément, le risque réputationnel, non seulement il a été entaché, mais en plus, l'action de Worldline a été divisée par 10. Donc forcément, un risque colossal. Donc voilà, pour ces 3 risques, un onboarding mal maîtrisé peut avoir ce genre d'impact et de conséquences. Rassurez-vous, des solutions existent. Alors, globalement, on a essayé de matérialiser par ce schéma ce qu'est un tunnel de vente. Donc jusque-là, je ne vous apprends rien. On essaye de faire entrer le maximum de prospects dans le tunnel de vente, avec pour espérance de se dire qu'il y aura un maximum de clients qui va en sortir. On a matérialisé du coup en rouge les fraudeurs. Forcément, il y a beaucoup de fraudeurs qui peuvent rentrer au début de ce tunnel de vente. Normal, parce qu'il n'y a pas encore de filtres qui sont appliqués. Et l'idée, c'est qu'on vous exprime quels sont l'ensemble, des outils, des solutions que vous pouvez implémenter dans votre parcours d'onboarding pour qu'à la fin, ce risque, il s'amenuise jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fraudeurs qui sortent de ce tunnel de vente. La première solution que nous, on a identifiée, si l'ordinateur veut bien. Non. Stéphane, si tu es là. Ah, c'est bon, pardon, excusez-moi. C'est donc la vérification d'identité. Donc la vérification d'identité, il y a 3 niveaux qui ont été identifiés. Il y a la vérification d'identité de niveau faible, la vérification de niveau substantiel et la vérification d'identité de niveau élevé. Faible, c'est relativement simple, c'est un login et un mot de passe. C'est typiquement le genre de vérification d'identité extrêmement facile à frauduler pour nos amis les fraudeurs. Il y a un niveau d'identité faible mais renforcé et qui est finalement aujourd'hui le niveau qui est le plus utilisé, en tout cas chez nos clients, c'est ce qu'on appelle le face matching. Donc, c'est-à-dire la possibilité de se dire, attendez, vous voulez rentrer dans le tunnel de vente, première vérification, téléchargement de votre pièce d'identité, on va faire une vidéo de 2 secondes de votre tête, on va vérifier la cohérence entre votre pièce d'identité et cette vidéo-là, on va vérifier que vous êtes bien en vie, parce qu'il y a également des fraudes au décès, oui, ça existe.
Et finalement, ça, c'est un niveau d'identité qu'on appelle faible renforcé. Ensuite, il y a le second niveau d'identité, qui est donc le substantiel, qui est typiquement, vous allez, par exemple, forcer vos clients à utiliser l'identité numérique La Poste. Et ensuite, il y a le dernier, qui est celui, à mon sens, qu'on recommande ou qu'on suggère pour couvrir les risques les plus élevés, qui est la vérification d'identité élevée, qui peut être effectuée soit par le PVID, le protocole de vérification d'identité à distance, ou alors directement une identification, une authentification via e-wallet. Alors je sais que nos confrères de chez Lumines ont présenté le e-wallet ce matin, mais globalement, je ne sais pas si vous le savez, mais en 2027, pour toutes les assurances, les mutuelles, vous serez obligés de proposer en tout cas une identification par e-wallet dès 2027. Donc juste si ce n'est pas dans vos roadmaps, je pense que c'est le moment de le mettre parce qu'il va falloir s'y conformer. Ou alors, il y a une dernière possibilité, tout simplement, c'est de se dire on va laisser le choix, c'est-à-dire qu'on va proposer toutes les identités, faibles, moyennes, élevées en début de parcours, et finalement, je vais laisser la possibilité à la personne souscripteur de s'identifier. Bien sûr, vous avez compris que si je suis un fraudeur, je vais d'abord commencer par le niveau d'identité faible. Après, on verra comment on peut contrer ça. Ensuite, il y a un deuxième filtre qu'on peut appliquer, c'est finalement la collecte de données. Donc on le sait, lorsqu'on veut souscrire une assurance vie, on va demander des justificatifs de domicile, un avis d'imposition, bref, tout un tas de documents qui viennent justifier que la personne a bien ses données. Et donc, la source à travers laquelle vous allez recevoir ces données va définir un certain niveau de fiabilité. La source 0 pour nous, typiquement, c'est je laisse la possibilité au souscripteur de télécharger lui-même ces documents. Bon, si on lui laisse le choix, c'est qu'a priori, on lui laisse également la possibilité de photoshopper des documents, de transformer des documents, et donc finalement de l'envoyer dans le parcours de souscription. Le niveau au-dessus, c'est d'utiliser ce que nous on appelle l'open data ou l'open banking. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va, avec le consentement du souscripteur, se permettre de se connecter à sa banque ou directement à un fournisseur d'énergie, de télécom, pour recevoir directement depuis ce fournisseur-là un justificatif de domicile, un IBAN si c'est de l'open banking. Et donc du coup, sachant qu'on passe par ces intermédiaires, on estime que la source, du coup, a un score beaucoup plus élevé de fiabilité que s'il avait lui-même téléchargé ces documents. Et puis ensuite, alors ça c'est le futur de l'onboarding client de demain, c'est de se dire que la personne a lui-même poussé ses attributs dans le wallet, et auquel cas il vient les pousser dans le parcours de souscription. Et là également, on aura un scoring de fiabilité plus élevé. Troisième niveau de contrôle, ou de filtre plutôt, anti-fraude, c'est le contrôle des données. Donc on a récolté les données en fonction d'une certaine source, et maintenant on va les contrôler, s'assurer qu'elles sont bien fiables. La première solution qu'on peut vous proposer, c'est tout un tas de types de contrôles. Donc ça peut être des contrôles unitaires sur le document, c'est-à-dire j'ai une fiche de paie, nous on va potentiellement venir vérifier que le SIRET qui est mentionné sur la fiche de paie, il est bien d'une entreprise qui existe aujourd'hui, qui n'est pas radiée, qui n'a pas déposé le bilan. On peut faire également des contrôles entre les documents reçus, c'est-à-dire faire de la concordance entre le nom-prénom reçu d'un premier document avec le nom-prénom d'un deuxième document, vérifier que c'est bien la même adresse de facturation, la même adresse de domicilialisation, ou alors faire directement des contrôles, ce qu'on appelle via base externe, c'est-à-dire typiquement si le SIRET qui est mentionné, on peut aller faire un appel à l'INPI pour s'assurer que, ce que je disais, que l'entreprise est toujours bien active. Ensuite, il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle de l'image forgery. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire de la détection que la photo qui a été envoyée ou que le document a été envoyé n'est pas passé par des formats qui nous semblent frauduleux. Typiquement le format Photoshop. Ça, on peut le détecter. Troisième chose, c'est tout ce qui est adverse média, c'est-à-dire j'ai suffisamment d'informations sur la personne qui rentre dans mon tunnel de vente, mais je vais quand même aller scraper ces informations sur des réseaux sociaux, sur sa réputation directement sur le web, et m'assurer que la personne n'a pas des informations qui seraient, on va dire, non conformes aux standards que je souhaite. Enfin, la signature électronique.
Alors même si c'est devenu aujourd'hui quelque chose de plutôt banal dans vos parcours de souscription, il y a différents types de signatures électroniques qui va de la simple à l'avancée jusqu'à la qualifiée, qui vous permet de couvrir un niveau de risque plus ou moins important. Mais en fait, de définir et d'arbitrer en faveur d'une de ces signatures, c'est aussi vous prémunir contre la fraude. Bref, tout ça pour vous dire que, en tout cas, notre recommandation, c'est implémenter l'ensemble de ces solutions. Ça s'arbitre, ça se jauge en fonction de l'expérience client. Et finalement, c'est toujours le bon équilibre entre l'expérience client et notre capacité à limiter les fraudeurs à rentrer dans notre tunnel de vente. Pour ça, il faut avoir aussi des solutions qui sont capables d'ingérer vos règles métiers. Je veux un justificatif de domicile de moins de 3 mois, je veux un avis d'imposition de moins d'1 mois, de manière à avoir la bonne fraîcheur de données souhaitée. La deuxième chose, c'est qu'également, il faut vous prémunir de la fraude en ayant des solutions qui sont capables de vous donner des fichiers de preuves, qui sont capables de retracer l'ensemble des outils implémentés du début jusqu'à la fin. Des fois, on voit des entreprises aujourd'hui qui implémentent tout un tas de solutions qui ne se parlent pas, ce qui fait qu'il y a de nombreux fichiers de preuves et lorsqu'il y a un litige, c'est très difficile pour un juge de reconsolider l'ensemble des fichiers de preuves qu'on lui a transmis. Troisième, mais pas des moindres, c'est se munir d'outils qui sont capables de vous donner un scoring, bien évidemment, un outil d'aide à la décision qui puisse aider vos équipes en back-office à se dire bah oui, on l'accepte ou non, on ne l'accepte pas. On l'a longuement entendu ce matin. Quatrième, c'est de pouvoir avoir des plateformes qui utilisent en fait des outils comportementaux. C'est-à-dire, et donc je vais en revenir à tout à l'heure mon histoire de vérification d'identité. Si vous laissez un fraudeur effectivement typiquement choisir l'identité souhaitée, de base, il va choisir une identité faible. C'est une évidence. Par contre, s'il choisit une identité de niveau faible, vous devez vous munir de parcours qui sont capables de renforcer dans votre tunnel de vente, typiquement les outils que je viens de vous présenter. Donc, c'est-à-dire qu'on va demander peut-être plus de documents à l'étape collecte de données, ou alors je vais renforcer les contrôles de données effectués dans mon tunnel de vente si je sens que la personne a utilisé des niveaux d'identification un peu trop simplistes. Et enfin, l'idée, c'est d'avoir aussi de vous prémunir de la fraude, c'est d'avoir des outils qui soient capables de vous présenter des dashboards, des reporting, de manière à ce que finalement la conformité et le commerce puissent parler, puissent en tout cas discuter entre eux. C'est-à-dire que dès lors que vous mettez des KPI sur vos tunnels de vente, c'est toujours intéressant de se dire est-ce que les points de contrôle que j'ai implémentés servent à quelque chose? Est-ce qu'ils sont utilisés? S'ils ne sont pas utilisés et qu'ils ne vous servent à rien, bien évidemment qu'il faut les enlever parce que ça va venir simplifier votre expérience client. Donc voilà, nous, les 4 filtres qu'on a pensé pouvoir être utiles pour vous pour combattre la fraude. Dernière slide, je vois que Stéphane, tu me regardes, ça veut dire qu'on arrive à la fin. Est-ce que quelqu'un, du coup, sait quelles sont les pièces d'identité qui sont falsifiées ou non ? Pas d'idée ? Bon. Finalement, les 3 sont falsifiés. La première à gauche, la photo, elle est en couleur. En fait, c'est interdit dans les pièces d'identité françaises. Celle du milieu, en fait, on ne le voit pas forcément, mais ici, vous avez des bulles d'air, ce qui veut dire que le plastique a été enlevé puis remis. Et ensuite, la dernière, pas évident, la police de caractère n'est pas bonne. Bon, vous l'avez compris, de toute façon, tout ce que je vous ai dit avant ne vous aurait pas aidé à savoir quelle pièce d'identité a été falsifiée. Mais par contre, si vous avez des questions sur la fraude, je serai ravi d'en discuter avec vous après. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et bon événement.